Bonsoir à tous. Bonsoir en cette soirée du 12 juillet 2026, soirée caniculaire, une de plus, ce qui ne nous empêche pas de travailler quand même, puisque nous sommes de ces héros souterrains de la culture, et ce n'est pas les 72 degrés qu'il fait qui vont nous arrêter. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? Eh bien, ce soir, nous parlons du Don paisible, livre de 1400 pages. Et oui, 1400 pages bien tassées, paru en plusieurs tomes de 1928 à 1940, dont l'auteur est Mikhaïl Sholokhov. Nous verrons ce qu'il faut en penser, et vous le trouvez normalement au prix de 31 euros. En tout cas, c'est le prix que m'avait coûté ce livre neuf à l'époque. Donc ça fait quelques années, gageons que cela n'a pas changé. Nous concluons avec ce livre, ce nouveau voyage dans la littérature russe que nous avons fait. Une conclusion en beauté, je ne vais pas tout dévoiler pour le moment, mais nous allons aborder plusieurs points de contexte et d'opinion. Préparez-vous à quelque chose de très long. Voilà, donc prenez vos boissons et aliments préférés. Très long, en tout cas plus que d'habitude, dans le cadre des dimanches littéraires. Déjà, je me suis attaqué à un livre que je voulais présenter absolument, et ensuite un fleuve, jeu de mots bien sûr, vous avez le droit de rire, 2400 pages, ce que je ne peux pas faire trop souvent dans le contexte de ce travail que j'essaye de vous livrer récurrent. Vous vous doutez bien que, alors la lecture de 1400 pages c'est une chose, mais en plus de ça la restitution, c'en est une autre. En tout état de cause, une lecture et relecture marquante pour moi, une période que j'apprécie comme certains savent, et un livre qui a peu d'équivalent à mon humble avis. Un de mes livres préférés, sans aucun doute. Donc il est clair qu'après Les Réprouvés, vous avez ici un autre de mes livres, comment pourrait-on dire, fétiche. Tout cela c'est très bien, mais commençons d'abord par l'auteur et le contexte. Alors, Sholokhov, que vous voyez à l'écran, encore un écrivain russe, encore un prix Nobel de littérature, et donc, syllogisme s'il en est, encore un écrivain russe, prix Nobel de littérature dont nous avons parlé. Rassurez-vous, on ne parlera pas de tous les écrivains russes, ni de tous les écrivains prix Nobel, c'est récurrent mais involontaire. Mikhaïl Sholokhov est un homme du Don, région des Cosaques, dans laquelle il naît, lui, d'un père russe commerçant et d'une mère paysanne ukrainienne veuve de Cosaques. Il n'est donc pas un Cosaque, mais un étranger sur cette terre où il naît en 1905. Année symbolique. Il combattra, paraît-il, à partir de 13 ans dans les armées rouges qui sont la destination habituelle des étrangers sur le Don, mais c'est une époque toujours très délicate à retracer en termes de faits et gestes, hein, vous n'avez pas d'archives. En même temps, il est vrai qu'à 15 ans, dans cette guerre-là, on était largement bon pour le service, mais rien de sûr quant à ces événements. Il s'installe ensuite à Moscou, où il fait ce que l'on appelle communément des petits boulots, tout en publiant déjà des nouvelles et en fréquentant les cercles littéraires. À partir de 1924, très jeune donc, il a même pas 20 ans, il fait de la littérature son métier et publie en 1928, à 23 ans, le premier tome de son œuvre maîtresse, Le Don paisible, qui est un immense succès, la première œuvre majeure parue dans le nouvel État né sur les décombres de l'Empire des Tsars, et qui devient, ce qui est très étrange, on y reviendra, le roman soviétique par excellence. Publication qui se poursuivra, je l'ai dit, en 4 tomes jusqu'en 1940. Ici une couverture du magazine Roman consacré au Don paisible en 1928. Il adhère en 1932 au Parti communiste du RSS et devient bien ce qu'il faut appeler l'écrivain du régime. Il est au Soviet suprême, au comité central, défend le système mordicus, surtout d'après avoir en premier lieu protesté à plusieurs reprises contre la collectivisation et les arrestations massives sur sa terre natale, ce qui entraîne l'ouverture d'une enquête du NKVD et le rend à tout jamais docile. Mais rançon de ce pacte quelque peu faustien, il devient alors un écrivain de troisième zone. Et il faut quand même lui reconnaître ça, effectivement dans les années 30, il est un des seuls à oser dire certaines choses à Staline sur l'état du pays,
ce qui lui vaudra pas mal de démêlés avec certains officiels et certains services, et ce qui lui passera très rapidement l'envie de le faire à tout jamais. Écrivain de troisième zone, donc, qui devient surtout remarqué parce que ses œuvres ne disent jamais, c'est-à-dire la réalité de l'URSS, et qui ne publiera plus rien à la hauteur de son statut acquis très jeune. Vous voyez ici son faciès aviné, et il finit en écrivain décrépit d'un régime en décrépitude et meurt en 1984. Autre date symbolique. Bien, passons au contexte de l'œuvre qui est double, le propos et le contexte de rédaction au sens large. Contexte triple d'ailleurs même, puisqu'on disons propos de l'œuvre, parution de cette dernière et rédaction. D'abord, de quoi parle le livre, quelle est, disons, la trame. C'est à la fois très simple et très compliqué. C'est la vie et la mort de personnes, de Cosaques et de Russes, hommes et femmes, en un temps, entre 1912 et 1922, et en un lieu, la Russie. Alors dit comme ça, tout semble très simple. Mais c'est un temps et un lieu qui sont bien particuliers, c'est la vie d'individus, la vie d'un pays, la vie du village de Tatarsky, dans la Stanitsa Veshenskaya, on le verra plus tard, qui est aujourd'hui une ville dans l'oblast de Rostov, la vie d'un héros principal, Grigory Melekov, à une époque comme aucune autre, pleine d'une folie furieuse, un temps de l'histoire qui balaye tout, les hommes, leurs sentiments, leurs corps, leurs amours, leurs chagrins, leurs vies et leurs morts. C'est un des temps les plus pleins et entiers, les plus humains et inhumains, qui voient un cosaque du Don traverser la Première Guerre mondiale et la guerre civile, la fin d'un monde, la fin d'un peuple, la fin d'un régime millénaire, les luttes politiques, les haines personnelles, la famille, la vie qu'on donne et la vie qu'on reprend. Je ne crois pas pouvoir mieux le dire, d'autres pourraient le faire, mais en tout cas moi non, car c'est toute l'essence du livre, de cette épopée de 1400 pages, que de pouvoir être définie presque plus facilement en quelques lignes qu'en 20 pages. Mais vous aurez compris, grosso modo, que nous allons suivre un personnage principal, un cosaque du Don, entouré d'une constellation d'êtres de 1914 peu ou prou, disons 1912 à 1922, et on sait à quel point cette époque est propice aux événements de toutes sortes, les meilleurs et les pires. Quel est alors le contexte de parution ? Eh bien, nous sommes en 1928, qui est encore un temps de l'entre-deux et de l'affermissement du pouvoir de Staline. Lénine est mort depuis 4 ans, Trotsky a perdu depuis peu son siège au Comintern, et le trio Staline, Kamenev et Zinoviev évince les opposants. Il n'a pas encore tous ces hommes au poste clé. Trotsky, évincé certes, est encore en URSS, et donc nous sommes dans un temps, disons, collégial, mais Staline est le nouvel homme fort, et le régime semble devoir se diriger vers ce qu'il sera. Pourtant, malgré cet entre-deux, ce sont déjà les années de censure depuis un certain temps, dont est victime un homme comme Bulgakov, on en avait parlé, et pourtant aussi, le Don paisible est tout de suite accueilli avec enthousiasme par tous les critiques soviétiques, avant de subir les premiers blâmes officiels à la suite d'un accueil, lui aussi enthousiaste, dans les milieux émigrés. Critiques qui vont s'estomper très vite grâce aux hautes protections dont jouit l'auteur, et même, j'ai envie de dire, la plus haute. Et il devient, ce Don paisible, eh bien, le roman phare de l'État bolchevique, comparé à un guerre épée du XXe siècle, et qui vaudra à Sholokov un prix Nobel avec la bénédiction de l'URSS. Prix Nobel, alors donc vous voyez la remise en photo, et prix Nobel pour le Don paisible, je le souligne, pas pour le reste de sa production. C'est bien cité, il a le prix Nobel pour ce livre et pas pour un autre. En tout cas, c'est un succès. Le livre est, paraît-il, vendu à 100 millions d'exemplaires dans le monde. Il me paraît pourtant toujours méconnu, en tout cas c'est une impression que j'ai, je peux me tromper, et ceci étant, connaissant l'URSS, peut-être que la moitié a été écoulée de force dans le pays, on ne sait jamais. Alors venons-en maintenant à quelque chose de plus polémique pour l'œuvre, d'infiniment intéressant en parlant de l'écrivain. Parce que oui, c'est ici que se situe une partie de son intérêt, les polémiques sur son écrivain. Disons son écrivain réel, derrière le nom de Sholokov. Une problématique à laquelle le dossier du livre consacre une dizaine de pages. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez quelques informations, dizaines de pages parmi beaucoup de publications. Alors voilà le premier point d'opinion personnelle. Jamais, pour moi, Sholokov ne sera le vrai écrivain du Don paisible. Je n'y crois pas,
Je n'y croirai jamais, c'est une opinion personnelle, contestable ou prouvée selon ce que l'on croit. À la limite, je veux bien et je dois ajouter foi à quelques ajouts de sa part, obligatoires, puisque de fait, on le verra après, la mort de l'auteur présumé fait que certains événements n'ont pas pu être écrits par lui. Mais on va faire un point rapide sur la chose donc et sur les débats qui entourent l'identité de l'auteur. Alors ce n'est pas une première ni une dernière énigme littéraire, mais quand même, en plein XXe siècle, ça reste, pourrait-on dire, une surprise. Vous voyez le genre de livre que faisait paraître Sholokov par la suite. Ça fait roman de gare, c'est ce que c'est. Les rumeurs de plagiat ont commencé à circuler dès la parution du livre sur un auteur qui aurait été un officier de l'armée blanche. Critique d'un plagiaire autant que critique de l'union des écrivains prolétariats devant le contenu peu orthodoxe d'un point de vue idéologique, je l'avais dit un petit peu plus tôt. À cette époque, Sholokov va demander à la Pravda de prouver qu'il en était l'auteur en soumettant ses manuscrits à l'analyse et une commission spéciale trancha en sa faveur, Staline ayant apprécié le livre, appuyant la chose. Alors, il avait tout autant apprécié le Bulgakov de la Garde Blanche d'ailleurs, mais ce dernier se montrera une plume plus libre. Cela n'empêche que les rumeurs et dénonciations continuent jusque dans l'entourage de l'écrivain, en tout cas jusqu'à ce que Staline en fasse l'écrivain du régime et que les menaces pleuvent sur les dénonciateurs. Mu possiblement par un antagonisme personnel et sans doute surtout par l'attribution du prix Nobel à Sholokov, c'est Solzhenitsyn qui va relancer le débat dans les années 70 avec Medvedev, autour, disons, d'un consensus sur Fyodor Kryukov, dont on va reparler comme auteur, considérant que Sholokov décrivait avec précision des événements qu'il avait été trop jeune pour connaître et avec un talent précoce qu'il ne démontra plus jamais par la suite, d'autant plus que les positions de l'auteur soviétique, de l'auteur officiel du régime, ne collaient absolument pas au traitement des Blancs et des Cosaques dans le livre. Tout cela sera développé par un auteur anonyme dans Les cours du nom paisible, énigme d'un roman, préfacé par Solzhenitsyn en 1974, pour qui l'œuvre de Sholokov est un plagiat pur et simple. Alors, travail nécessaire, mais un petit peu caricatural, sans doute poussé par une dose de haine de l'écrivain symbole de l'URSS. Aux rumeurs des années 30 succède l'analyse critique d'une réappropriation maladroite que l'on voit dans le « Qui a écrit le don paisible » de Medvedev, moins péremptoire que le livre précédent. Il s'agit d'une analyse moins littéraire mais plus historique entre le parcours de militaire de Kryukov, l'auteur présumé, et de celui de Melekov, le héros, et leurs nombreuses similarités. Pour l'auteur, pour Medvedev donc en sus, rien ne colle entre Sholokov et le portrait robot de l'auteur à partir de l'œuvre. C'est toujours difficile de psychologiser, bien entendu. Qu'il ait pu voir la vie des Cosaques, ce Sholokov, bon, la guerre civile, pourquoi pas. Mais la Première Guerre mondiale, c'est impossible, il est né en 1905, pour rappel. Alors je vous avoue que c'est tout à fait ce que je pense et que je n'en démordrai jamais encore une fois. Ce livre, c'est mon avis, est bien trop vif, bien trop précis, il a été vécu, il révèle une connaissance telle du monde cosaque et de la guerre que même la preuve absolue ne saurait me contraindre. C'est le nœud du problème. Comment cet homme de 23 ans à l'époque, en 1928, décrit avec une telle précision historique des événements qu'il n'a pas connus, ou très peu, même en ayant eu des échanges avec ceux qui les ont connus. Comment un homme comme Sholokov peut-il placer au centre de l'œuvre le combat des Cosaques, un hiatus idéologique et politique irrésolu entre l'homme et son roman, et à une époque où ce hiatus pouvait quand même coûter assez cher. Le vrai problème n'est pas que le livre contient des passages qu'un auteur communiste a écrits, mais qu'il contient des passages qu'un auteur communiste n'aurait jamais pu écrire. Alors très rapidement, pour en venir à lui, l'auteur présumé que vous voyez là, Fyodor Kryukov, eh bien, il était un écrivain et soldat de l'armée blanche cosaque, mort de la fièvre typhoïde en mars 1920. On sait qu'il avait commencé, c'est une certitude, à écrire une œuvre immense sur les Cosaques et qu'il craignait à sa mort de perdre les manuscrits qui l'accompagnaient toujours.
Deuxième coïncidence, Sholokov a épousé la fille d'un témoin de sa mort. Il aurait donc pu, vous en doutez, récupérer le document. C'est ce que je voulais dire. Une première analyse mathématique et statistique conclura à ce résultat de Kryukov auteur, une seconde conclura au plagiat d'un autre auteur, et enfin d'autres plus récentes, alors tout de même en 1984, concluront à la paternité de Sholokov, sauf que cela n'a presque pas d'intérêt puisque le travail a pu être remanié par Sholokov, effectivement. Donc toutes ces analyses, fondamentalement, n'apportent rien. Les archives de Sholokov ayant été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, on retrouve tout de même en 1987 des centaines de pages sur un papier des années 20 de l'écriture de Sholokov lui-même et l'Académie des sciences de Russie qui les a acquises, eh bien arrive en 1999 à la conclusion que le roman est de Sholokov. Alors ça ne fait pas taire certaines critiques, considérant que ces pages ne sont que la copie faite des pages de Kryukov, ni eh bien les critiques de Medvedev qui réfutera tous les arguments avancés un à un. Le débat est toujours en cours et malgré ce que peuvent en dire certains, il est improbable que cela soit un jour tranché. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Parce que, en attendant, ces débats ont permis de sortir l'œuvre du formol stalinien et s'est constitué une énigme encouragée par, je cite, le profil carrément antipathique de la personnalité de Sholokov, la banalité fruste de ses interventions, sa complaisance à s'installer dans le rôle d'un satrape choyé par le régime, son éthylisme indécent, enfin ses véritables appels au meurtre de certains dissidents des années 60. Mais, pour en finir, je vais quand même le dire, savoir qui l'a écrit m'intéresse pour le nom sur le roman et la justice du temps. Il est affreux qu'un homme ait pu être spolié de ce qu'il a écrit, c'est injuste. Mais dans le fond, peu importe, le livre reste le chef-d'œuvre qu'il est, peu importe son écrivain. Voilà donc pour ce passionnant triple propos introductif. Enfin, j'espère que cela a piqué votre curiosité. Je dis passionnant, ma foi, c'est mon avis personnel. Et donc, j'espère que cela a piqué votre curiosité autour de ce que raconte le livre, l'époque à laquelle il le raconte, et surtout, bien sûr, qui le raconte. Alors, je précise avant toute chose, encore une fois, que ça va être long. Je vais prendre mon temps pour parcourir le Don et raconter tout cela. Je précise aussi que ça n'est pas un cours d'histoire. L'histoire de la guerre civile russe, alors la vidéo vaut ce qu'elle vaut, mais on en a parlé avec Skiro sur une autre chaîne. Donc voilà, à chaque thème, sa vidéo. Ici, la guerre civile russe est une toile de fond. Et fatalement, bien c'est un livre qui en parle quand même abondamment, comme de la Première Guerre mondiale, et qui parle aussi d'abondance d'hommes qui ont vécu et sont connus pour leur participation au conflit du temps. Donc tout ça va s'entrecroiser, mais l'histoire, bien entendu, n'est pas le but premier. Je vais me permettre de boire un tout petit coup, parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai dit un tout petit coup, j'aurais pu boire à peu près 12 litres. Ma foi, commençons donc le propos, et eh bien alors, le Don est-il paisible ? Le cosaque Prokofie Melekov est rentré de la guerre contre les Turcs avec une femme. Acte insolite, femme insolite, et lorsque frappe l'épisodie, étrangers et sorciers ne sont pas loin. La femme ne survivra pas à la justice populaire, mais l'enfant, Pantelei, lui, survivra. Depuis lors, je cite, « Le sang turc continua à se mêler au sang cosaque. Cela donna des Melekov au nez busqué, à la beauté sauvage que le village appelait les Turcs. » Présentons donc notre Pantelei, devenu vieillard solide, sa femme Milinichna, son fils Petro et sa femme Daria, son fils Grigori et sa fille Dunyashka, les Melekov au complet. Faisons aussi un premier tour du village. Aksenia, la femme du voisin Stepan que courtise Grigori, son ami Mitka Korchunov et tous les habitants qui seraient bien entendu fastidieux de vous livrer en entier. Vous avez compris, c'est le temps des stanitsa, des villages cosaques du Don et d'ailleurs, des services militaires, des chevaux au galop et des blés à faucher. Vient donc
Nous l'avons dit, dans une telle épopée, la présentation des personnages de la famille Melekov, du voisin Stepan, d'Aksinia sa femme, de leur vie passée et de tous les malheurs du temps. Voyons cela par exemple pour un cas à la loupe. Je cite. Aksinia avait été mariée à Stepan à l'âge de 17 ans. Elle venait du village de Dubrovka, des sables, de l'autre côté du Don. L'année d'avant son mariage, alors qu'elle était à la bourrée dans la steppe à quelques 8 verstes du village, une nuit, son père, un homme de 50 ans, lui avait lié les mains avec une entrave et l'avait violée. On passera sur la punition du père que sa femme et son fils massacreront, peu importe, juste rétribution. Puis vient le jour de son mariage. Le même jour, dans la grange, froidement, férocement, Stepan battit sa jeune épousée, au ventre, à la poitrine, dans le dos, en prenant soin que les gens n'en puissent voir les traces. Bref, on comprendra l'attrait relatif de la vie maritale et l'attrait peut-être moins relatif d'un beau voisin comme Grigori Melekov. Ni pire ni meilleur qu'un autre est-il d'ailleurs Stepan, le mari, tout comme les femmes volages par nuée, cela fait partie du paysage d'un village cosaque. Ce qui ne veut pas dire qu'en dehors des deux amants, qui que ce soit ravi d'apprendre les coucheries pécheresses. Mais faire renoncer une femme malheureuse à un amour tarvenu est chose impossible. Si Grigori avait fréquenté Aksinia en affectant de se cacher aux yeux des gens, si Aksinia avait couché avec Grigori en observant un secret relatif et sans se refuser à d'autres, il n'y aurait rien eu là d'inhabituel ni de choquant. Il n'empêche qu'il faut bien qu'un jour le voisin revienne des exercices militaires et que ne soit payé la dette par sa femme. Un mari qui piétine sa femme à coups de botte, les mains derrière le dos, rien à dire. Et voilà comment une rancune tenace s'installe entre les hommes, même voisins. Ceci étant, ce qui se fait, se défait. Et vient le mariage pour Grigori, les tractations entre familles, la fin des histoires de mauvaise vie, on espère, la vie d'une femme compte peu en ce temps, en un mot comme en deux d'ailleurs, à moins qu'elle ne soit la fille chérie de son père ou qu'elle ne soit l'épouse d'un vieux couple. Finalement, les exceptions font la vraie réalité. Et Grigori Melekov épousera Natalia Korchounov. La première partie se clôture avec les noces. On s'empiffre, on boit, mais restent les doutes. La seconde partie se poursuit dans les mêmes histoires de filles séduites. C'est aussi l'occasion de présenter les étrangers, les Russes et les Ukrainiens sur les terres des Cosaques, les paysans et les marchands. De rencontrer tout ce qui n'est pas cosaque pour parler ou pour se battre. Je cite. C'était ainsi depuis longtemps. Quand un cosaque passait seul sur la route de Milerovo, s'il rencontrait des Ukrainiens, il lui suffisait de ne pas leur céder la route pour être battu. C'est pourquoi on allait toujours à plusieurs voitures à la station de chemin de fer. La vie n'était pas facile non plus pour les Ukrainiens quand ils allaient porter leur blé aux entrepôts Paramonov. Là, les bagarres commençaient sans aucune raison, simplement parce que les cocoles étaient des cocoles et qu'il fallait battre les cocoles, qui est un terme péjoratif pour les Ukrainiens. Depuis moins d'un siècle, une main attentive avait semé sur la terre cosaque les graines de la haine de caste, les avait fait germer, les avait choyées, et les graines avaient donné de riches pousses. Dans les rixes, le sang des Cosaques se mêlait sur la terre à celui des nouveaux venus, Russes et Ukrainiens. Et donc ça, la vie de ces étrangers, la vie des familles aussi, par tout un subtil équilibre des relations, par tout un étrange dosage de sentiments et de relations forcées, ce que l'on dit, ce que l'on montre, ce que l'on ne dit pas et ce que l'on ne montre pas. La vie des Cosaques, les mariages ratés, les femmes volages, ce que des générations de Melekov ont connu. Pourtant, insidieusement, quelque chose change à la périphérie. On se réunit chez certains Russes, on commence à parler de Marx. Après un long choix, une longue sélection, un petit groupe d'une dizaine de Cosaques s'était formé dans la boutique de Lukashka la Bigle. Stockman en était le cœur, il allait obstinément vers un but connu de lui seul. Il rongeait comme un ver dans le bois, les idées et les habitudes primitives faisaient naître du dégoût et de la haine contre l'ordre établi. Raccourci littéraire bien sûr, mais réalité aussi. Toutefois, on n'échappe pas à ses actes et Grigori Melekov doit quitter sa famille lorsque le scandale de sa relation de voisinage continue. Que reste-t-il à faire sinon à partir avec la voisine et répandre la honte dans tout le village ? On vivra en salarié d'un grand domaine, on aura un enfant et tant pis si la mariée humiliée, Natalia, tente de se suicider. Comme le disent les Cosaques, ce qui est tombé du chariot est perdu.
Il faut ensuite aller faire ses 4 années de service au 12e régiment de Cosaques dans cette armée si particulière. En voyant ces officiers gommeux, tirés à 4 épingles dans leur élégante capote gris clair et leur uniforme bien ajusté, Grigori sentait entre lui et eux un mur invisible, infranchissable. Là-bas, c'était une autre vie, élégante, pas une vie de Cosaque, une vie sans saleté, sans poux, sans la peur des adjudants et des coups de poing sur la gueule. Et ici, un Cosaque de 1911 qui fait partie de ces séries de photos dont j'ai complètement oublié le nom de l'auteur, photographe bien connu de cette Sibérie en couleur. Vous retrouverez ça bien entendu très facilement. Une année particulière arrive puisque c'est 1914 qui s'annonce. Déjà les chouettes se font entendre sur les murs des cimetières, déjà on arrête les éléments suspects dans les stanitsas, déjà les Cosaques sont réunis aux frontières, la tête pleine de questions. Mais allez, il faut quand même sourire, puisque, après tout, de quoi vous vous plaignez? Une femme, ce n'est pas comme un pot de lait. Quand on rentrera du service, il y en aura encore pour nous. Les Cosaques attendent donc, l'arme au pied, on se satisfait comme on peut, en un temps où le consentement n'est pas un prérequis. Se situe à ce moment-là une scène de viol assez marquante, crue, pas obscène, mais dure. Le sort de la femme est ce qu'il est, tous, parmi ces Cosaques, ne sont pas de mauvais bougres, mais comment résister à ce supplice de Tantale, alors les voilà criminels si nous étions juges. Et finalement commence la guerre au temps des récoltes. Tout le monde l'accueille avec placidité, mais plus le canon tonne, plus apparaissent les sentiments. On franchit la frontière d'un autre empire et on charge l'ennemi. En cosaque de l'ancien monde, on frappe et on tue. Je cite. Il lâcha ses rênes et sans savoir pourquoi s'approcha du soldat autrichien qu'il avait tué. Il était étendu au même endroit, près de l'arabesque folâtre de la grille, et tendait une main brune et crasseuse, comme pour demander l'aumône. Première bataille, premiers exploits, qui ne sont en fait que les premiers coups aveugles d'hommes effrayés. C'est encore le temps de la guerre mobile et du changement des hommes face à l'inconnu pour Grigori Melekov comme les autres. Le temps où l'on se souvient encore que les morts ont été des vivants, le temps des offensives et des courses à sa perte. Tout ça passera très vite, même la mort lasse. Nous suivrons donc Melekov et d'autres hommes dans toute cette tourmente de la litanie des blessés et des morts, cette folie des jours qui sont des semaines, puis des mois, le village des femmes qui devient le village des veuves. À la frontière, il se faisait une triste moisson cette année-là. La mort appelait les moissonneurs et plus d'une femme cosaque, tête nue, avait poussé déjà les lamentations funèbres. Parfois, comme pour Grigori Melekov, les morts que l'on annonce ne le sont pas et les deux nouvelles font tout autant pleurer. Cela reste l'amour qui existe derrière toute la crasse du monde. On se rassure donc, notre héros n'est pas mort, il est même devenu une fierté, un caporal décoré. Les décorations ne tarderont plus à pleuvoir sur tous. Au moins, pour les morts, la guerre s'arrête quand pour les vivants continue à se dérouler une vie que l'on ne souhaite plus vivre. À moins d'avoir la chance d'attraper pour un temps la bonne blessure, celle qui vous envoie pour quelques mois dans un hôpital de Moscou. Même si l'arrière est lui devenu dangereux pour l'esprit, on y pose des questions bien insidieuses, on est devenu fort contestataire. Les malheurs ne frappent pas que les hommes en guerre, ils frappent aussi les femmes en paix, et Aksinia voit sa fille et celle de Grigori Melekov mourir. Pourtant, il faut bien continuer de vivre pour une femme, alors on se donne au lieutenant Litniski, le fils du propriétaire du domaine. Ne dit-on pas chez les Cosaques que la femme sans le mari embellit? Simplement, quand le permissionnaire revient, c'est embêtant, surtout lorsqu'il rosse les deux amants. Au moins, cela fait-il rejoindre à Grigori Melekov la couche conjugale et régulière. Passons maintenant en 1916. L'usure, le mécontentement, la montée sourde des troubles civils et militaires, le vent qui se lève même chez les officiers de plus en plus sortis du rang, fatalement, les refus d'obéissance, les tracts de propagande, le travail de sape de quelques infiltrés au papier changeant, une toile d'araignée qui toujours s'étend. S'accumulent les assauts, les médailles, les blessures et les morts, la guerre a changé tout le monde, même les Cosaques. Et partout, c'est le règne de la mort, de la peur, de la folie qui ronge les braves et parfois aussi la considération pour le héros. Un vrai héros, Grigori, capable même de sauver son voisin et ennemi Stepan. Je cite. Grigori maintenait ferme l'honneur cosaque, saisissait toutes les occasions de montrer sa bravoure inépuisable, risquait sa vie, faisait des folies, pénétrait déguisé dans les arrières des Autrichiens et neutralisait leur poste.
Le village de Tatarsky, lui, dépérit comme toute l'Europe des hommes qui s'entretuent. Mais au moins chez les Melekov a-t-on la joie de voir la naissance de jumeaux, œuvre de Grigory et Natalia. Arrive 1917 et les rumeurs, je cite, au début de mars, la nouvelle de la chute du tsarisme tomba sur Sergueï Platonovitch comme un filet sur une outarde. Petit à petit se dessine ce qui adviendra. Ce qui adviendra, on le sait, c'est l'abdication du tsar et le désemparement de tous. Que faire? Et à quoi bon? Comment retourner maintenant se battre? Et comme dans toute épidémie, la répartition des foyers est inégale. Restent officiers et cosaques de l'ancien monde pour qui tout vaudrait mieux que le nouveau, indépendantistes refusant de frayer avec les étrangers et éléments ravis par la propagande bolchevique, prêts à renverser tous les seigneurs pour se gouverner eux-mêmes sous n'importe quel régime. Vient ensuite la nomination de Kornilov comme commandant en chef, les camps se dessinent à main levée, les officiers, les hommes, la pravda des tranchées, le courage, le renoncement, la guerre civile que l'on devine déjà au loin, et au milieu, les cosaques. Qu'opposer aux bolcheviks et leur simplicité. Pour un aristocrate comme le capitaine Litsnitsky, pas grand-chose face à la justice sociale. Petit à petit, rancunes et fautes s'accumulent, l'union des officiers commence déjà à former ses bataillons de choc. De toutes les régions, les hommes viennent à Kornilov. Arrive l'épreuve de force, la tentative de prise de pouvoir et l'échec que vous connaissez, car les embûches étaient nombreuses, les divisions étaient profondes. Je cite. « C'est eux ou c'est nous. Il n'y a pas de milieu. 100%, l'un ou l'autre. T'as compris ? Les gens comme Kalmikov, il faut les détruire, les écraser comme des vipères, et ceux qui bavent de pitié pour eux, on les fusille. » La guerre civile a commencé. Je cite à nouveau. C'était à Birhov, au lycée de jeunes filles, que s'acheva sans gloire le mouvement de Kornilov, étranglé par l'histoire. S'acheva. Mais quelque chose en naissait. Où ont-ils germé les plans de la guerre civile future et de la grande offensive contre la Révolution? Où, sinon là? Vient Octobre Rouge, les séparations, la libération des généraux, la désagrégation finale des armées. Le front s'écroulait. En octobre déjà, les soldats fuyaient par petits groupes isolés, non organisés, mais à la fin du mois de novembre, c'était par compagnie, par bataillon, par régiment qu'ils quittaient leur position. Tous rentrent chez eux, dans une Russie devenue le chaudron des sorcières. Et vous voyez ici les fraternisations entre les troupes impériales russes et austro-hongroises, en tout cas impériales russes pour ce qu'il en reste. Peut s'ouvrir la 5e partie du livre. Et on apprend que Grigory Melekov s'est rallié aux Forces Rouges. On parlait peu de Grigory, on ne voulait pas parler de lui car on savait que son chemin et celui du village s'étaient séparés et se rejoindraient-ils. Reviennent ceux qui doivent revenir et ceux qui vivent encore reviendront un jour. Nombreux néanmoins sont ceux qui ne reviendront pas et pleurent ceux qui ont quelque chose à pleurer. Je cite. L'herbe efface les tombes, le temps efface la douleur. Le vent a léché les traces de ceux qui sont partis. Le temps léchera et la douleur sanglante et la mémoire de celles qui n'ont pas revu ce qu'elles aiment et ne les reverront plus, car la vie humaine est courte et étroit le carré d'herbe qui nous est donné de fouler. La guerre civile mûrit non loin, personne n'y montre de pitié, mais pour le moment à Tatarsky, elle n'est encore qu'une guerre familiale et générationnelle. Tout ne se résume toujours qu'à cela. Il de vous rappeler le père et fils de Tourguenieff, je cite. Les vieux ne s'entendaient pas avec ceux qui rentraient du front. À Novotcherkassk, où se réunissent tous les dignitaires de l'ancien monde, comptant sur l'appui des Cosaques, eh bien déjà les pièces bougent sur l'échiquier. Rostov tombe aux mains des volontaires et les colonnes rouges s'acheminent vers la ville. Les incompréhensions, les mensonges, les jeux cachés des deux parties, les incohérences, les inflexibilités séparent le comité militaire révolutionnaire et le gouvernement du Don, alors que les bolcheviks sont là. Et les combats commencent confus. Combat des armées, combat des hommes, combat du détachement des volontaires de Tchernetsov, jeune héros de guerre cosaque, le seul à répondre à l'appel de l'ataman Kaledin en faveur d'Alexeïev, fait prisonnier par les bolcheviks, exécuté le lendemain, provoquant le dégoût de Grigory Melekov. Je le cite. Il y a beaucoup trop de juges ici, tu ferais mieux d'aller là-bas. Il montrait la direction de l'ennemi. Pour faire joujou avec les prisonniers, vous êtes là. Ils sont là pour les massacrer en effet. Et encore une fois, on voit ce mélange de personnages historiques et de romanesques.
Alors, eh bien, dégoûté, on rentre chez soi et l'avenir, ma foi, on verra bien. Kaledin, les rouges, les blancs, ce que l'on veut, c'est surtout retrouver sa vie. Mais on ne peut pas, on doit toujours choisir, comme les autres, avec les autres, contre les autres. La Russie pouilleuse ne fera pas la loi chez nous. C'est alors l'heure de quitter Rostov pour le Kouban, pour l'armée des volontaires, car la première marche des glaces est là. Chacun de ces 5000 hommes condamnés à l'exil est chargé comme moi de haine et de colère sans limite. Les crapules qui nous ont chassés de Russie veulent nous écraser ici. Nous verrons, pense le capitaine Litsitsky. C'est l'heure aussi du suicide de l'Ataman Kaledin le 11 février 1918, nouveau style de gouvernance à la russe. Commence alors l'ignoble besogne du bolchevisme au pouvoir. Je le cite. Presque quotidiennement, à minuit, un camion emmenait les condamnés hors de la ville. On leur creusait leurs fosses à la hâte. Ils participaient eux-mêmes à ce travail avec une partie des gardes rouges. Bunchuk alignait le peloton et lançait d'une voix de fonte, sourdement, sur les ennemis de la révolution, eux. Arrivent enfin sur le Don les troupes russes bolcheviques et leurs exactions. Alors, on alerte les stanitsas voisines. Et ce qui doit arriver arrive. Je cite. 1 heure plus tard, l'affaire était faite. Le détachement était complètement détruit, plus de 200 hommes avaient été tués à coups de sabre ou coups de fusil. Il y avait environ 500 prisonniers. En avril 1918, c'est donc une première révolte d'occasion, pas une révolte politique qui se déclenche. Le Don s'enflamme face à la menace. Et alors, les jeunes partaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Les vieux parce qu'ils en avaient envie. Dans notre village de Tatarsky, avec les frères Melekov, comme ailleurs. C'est l'heure de la réponse cosaque et de la destruction. Les Allemands arrivent de l'Ouest et la contre-révolution embrase la Russie. Et puis finalement, après mûre réflexion, chez les révoltés rouges, on se dit que l'on a mieux à faire que de porter les armes contre des frères cosaques. Mais le temps de la pitié est passé. Je cite. Il faut les fusiller, tous. Pas de pitié pour les vendeurs du Christ. Il y a des juifs là-dedans, il faut les tuer, il faut les crucifier, il faut les brûler. Alors ici aussi, parmi les Cosaques, on fusillera tous les prisonniers, on pendra les premiers meneurs Cosaques rouges et leur république soviétique, Podtiolkov et Krivoshlikov. Vous voyez ici, en monument, alors gloire, ne me demandez pas où, je ne sais plus où est-ce que c'est. En tout état de cause, la justice des hommes ne saurait faiblir. En avril 1918, la grande scission fut consommée au pays du Don. Les Cosaques revenus du front originaires du district du Nord partirent avec les unités en retraite de l'armée rouge. Les Cosaques des districts de Laval les talonnaient et les poussaient vers les frontières de la région. Et le 16 mai 1918, c'est le fameux Piotr Krasnov qui est élu ataman. Krasnov, futur pendu, remis aux soviétiques, un pendu en 1947. Cosaques rouges, partisans blancs, allemands, ukrainiens, pétlioristes, cosaques du haut et du bas Don, la pétaudière explose et le gouvernement du Don constitue son armée. Plus de doute, le sang devra couler et les frères Melekov ne sont plus sûrs de bien se comprendre. Et pourtant, malgré le danger, inconciliables restent les cosaques du Don et l'armée des volontaires, cette armée qui grouillait d'officiers. Je cite. Des milliers d'entre eux spéculaient, s'employaient dans les innombrables bureaux de l'arrière, se casaient chez des parents, des amis, traînaient dans les hôpitaux avec de faux certificats. Les plus braves mouraient au combat ou du typhus ou de leurs blessures. Les autres, à qui ces années de révolution avaient fait perdre toute conscience et tout honneur, s'embusquaient comme des chacals et surnageaient comme une écume sale. Une armée amputée donc, comme le bras du capitaine Litsitsky qui épouse la veuve d'un compagnon de combat avant de retourner à son domaine. Orsan Taksinia regagnait le foyer d'un mari, revenu d'entre les morts, prisonnier des Allemands maintenant libéré. Mais le domaine Litsitsky ne saurait survivre longtemps et nous reparlerons de notre volontaire amputé. Sur le front du Don continue la guerre et Grigori, petit à petit, s'emplit de haine pour les bolcheviks. Ils avaient fait irruption dans sa vie en ennemi, l'avaient enlevé à sa ferme. On commença à faire moins de prisonniers, les cas d'exécution sommaire devinrent plus fréquents, une large vague de pillage déferla sur le front. On pille tout donc, on pille parce que l'on peut, on pille parce que l'on veut, on pille par envie, on pille par haine, on pille l'ennemi, et on pille sa propre armée. Et toujours le front connaît le même flux et reflux, et toujours la lassitude des soldats. Enfin, la déroute des Cosaques clôture l'année 1918. On rentre chez soi et l'élite du Don espère qu'un jour les Alliés arriveront. Promesse de subalternes un peu trop gris,
croyances d'atamans un peu naïfs. Il ne reste plus alors qu'à attendre l'ennemi rouge. La mort vient toujours, nul besoin d'aller la chercher, seulement de tous côtés que l'on penche, c'est risqué. D'abord les blancs qui vous avertissent. C'est peut-être mieux comme ça, mais vous le regretterez plus tard. Quand nous reviendrons, nous nous souviendrons de ceux qui ont ouvert les portes du don aux rouges et qui sont restés pour les servir. Et de l'autre côté, quand on voit l'allée rouge, la cohabitation est plus que difficile. Surtout lorsque, comme Grégory, votre passé d'officier vous vaut d'échapper de peu aux balles qui sifflent au-dessus de votre tête, tirées par quelques soudards trop joyeux. Qui sait, lorsque les tireurs seront dégrisés, peut-être ne manqueront-ils pas leur cible. Lorsque vous avez été officier et que viennent, par vagues, l'écho des épurations, vous frémissez. Seuls les plus vieux, peut-être à moitié fous, pourraient tout repasser l'autorité. Je cite. « Moi, mon petit, j'ai servi loyalement et fidèlement mon tsar blanc. Ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu, je ne le reconnais pas. J'ai prêté serment au tsar Alexandre, je n'ai pas prêté serment à des paysans. Que voulez-vous, il y a toujours des gens que vous ne forcerez pas à être égaux. La vie est devenue hostile pour tous, les blancs, les rouges convaincus et ceux qui, comme Grigori, pensent que, généraux ou communistes, c'est le même esclavage. En tout cas, dans les deux cas, sous les deux férules, il y a des choses que l'on ne saurait dire. Viennent ensuite, pouvoir soviétique oblige, les contributions extorquées et leurs chiffres impossibles, le temps des listes, des réquisitions et des purges. On fusille et de vieux fantômes du passé viennent le justifier. Je cite. Le koulak du don, lui, c'est un koulak armé, c'est une vermine dangereuse et venimeuse. Il ne se contentera pas de fulminer, de répandre des bruits désobligeants contre nous, de nous calomnier. Pas de discussion, au mur, c'est eux ou c'est nous, il n'y a pas de troisième voie. On est ici un village cosaque dans un temps plus paisible puisque nous sommes en 1908 et que bien, les braises ne sont pas encore là. Les contradictions des mots et des actes donc, les rancunes, les exécutions, les biens d'autrui, tout cela est de trop pour les cosaques restés sur place. Arrive ce qui doit arriver, la nouvelle révolte et les comptes à régler même sans espoir. Toutes les stanitsas du district entrent en ébullition. Pour le pouvoir des soviets, mais contre la commune, les exécutions et les pillages. Et c'est ainsi qu'au lieu d'un seul galon ou d'une seule sous-tache, les insurgés sur leur bonnet en portaient deux croisés, un rouge et un blanc. Sans grands espoirs donc pour les Cosaques vient la contre-attaque. Et c'est au ravin rouge que se livrera le combat. Combat perdu, combat de pays cosaques devenus ennemis. Tombe Petro Melekov, le frère et les autres cosaques qui ont été faits prisonniers. Un des personnages positifs de l'œuvre s'en est allé, le premier d'une longue série, et une série bien courte face à ceux qui ont réellement laissé leur vie dans les plaines du Don. C'est loin de nous tout cela, et pourtant, encore une fois, c'est la même vie que la nôtre, lorsque la solution se réduit à un précipité, l'amour et la mort qui rongent les cœurs, c'est toute l'existence des hommes. Je cite. Demain, sa femme et sa mère le prépareront pour le dernier voyage. Dès le soir, sa mère a fait chauffer pour lui 3 marmites d'eau et sa femme a préparé du linge propre, le meilleur pantalon, la plus belle tunique. Son frère Grigori et son père laveront ce corps qui ne lui appartient plus. Ils l'habilleront en dimanche et le coucheront sur la table. Puis viendra Daria et, dans ses larges mains glacées qui la serraient hier encore, elle mettra le même cierge qui brillait pour eux à l'église le jour de leur mariage. Alors, le cosaque Petro Melekov sera prêt à partir pour le pays dont on ne revient pas. Alors je vous ai mis ici d'ailleurs la carte de ce qui est la République du Don. Alors carte bien sûr superposée aux frontières actuelles, mais qui vous permettent de voir eh bien, où est Viatchenskaya, Milerovo et autres endroits dont nous avons parlé. Pourquoi ? Parce que voilà Grigori, chef du régiment de Viatchenskaya dans l'insurrection du même nom. Et bien entendu, la pitié n'est plus de mise. Premier raconte pour Petro, se dit-il. C'est le pinacle de la guerre à l'ouest du front. L'année 1919, extatique et tragique, à laquelle se joint tout le Haut-Don, au moins ceux des Cosaques qui ont du bien à perdre, mais la politique est partout, et partout on est un jouet. Jouet des officiers, jouet des Cosaques de gauche, Grigori ne reste qu'un frêle esquif au milieu des flots. Continue la guerre, la mort, le désir, les souvenirs, tantôt on gagne, tantôt on perd, tantôt on fusille, tantôt on égorge, tantôt les soldats, tantôt les civils. Nous sommes maintenant à la mi-1919, l'offensive blanche, l'aide occidentale, mais le vent qui tourne se rabat d'abord sur le Don,
le temps de la retraite des insurgés, des anciens, des encombrements de biens sans intérêt, les foules de jeunes, de déserteurs, de pauvres, de femmes et de riches, et d'Axinéa, bien sûr, l'amour que l'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, excusez-moi. Je cite. Les réfugiés occupaient avec les voitures toute la rive sur une distance de 2 verstes. 50 000 personnes attendaient le passage, dispersées dans le bois. Nonobstant, comme historiquement d'ailleurs bien entendu, l'insurrection de Viotchenskaya est l'épine dans le pied soviétique, la guerre fratricide des Cosaques qui permettent aux forces de Dénikine de menacer les régions centrales de la Russie, et l'armée du Don, jointe à l'armée des volontaires, repousse la 8e armée soviétique jusque Voronezh. À la fin du mois de juin, la victoire n'a jamais été aussi proche. Pourtant, la jonction du nouveau monde et de l'ancien, le retour des officiers et de l'ordre n'a pas la meilleure des saveurs. Comme le disent les Cosaques, leur effort n'est pas plus doux que le radis. Les bolcheviks sont anéantis, mais ils ne sont pas les seuls. C'est le moment où Grigori, le chef de division cosaque, repasse chez les grands de l'ancien monde, le domaine Bitniski, délabré comme sont délabrés les hommes et les souvenirs. Reste encore, malgré tout, l'amour des Melekov. Après tout, seul un fils est mort pour l'instant, mais la colère de Dieu ne va pas tarder à s'abattre. Au moins a-t-on appris la vanité des efforts pour faire reprendre à la vie son cours ancien. Ce cours ancien, lui, n'est pas du goût de Melekov. Le peuple a changé, les généraux devront le comprendre ou être sabrés. Ils devraient comprendre que la révolution est passée par là et que les Cosaques continueront à se battre pour eux et non pour les autres. S'ouvre encore là un nouveau chapitre de sa vie. Je cite. C'est là, couché au pied de ce tertre, que Grigori, pour la première fois, s'abstint de participer directement à un combat. Surtout qu'est bientôt dissoute l'armée insurgée des Cosaques et sont remplacés les officiers, comme Grigori, par les noblesses et éminences du temps d'avant. Et il n'est pas le seul à changer. Finalement, même la famille se disloquait sous les yeux de Pantelei Prokofievic. Ah, excusez-moi, il faut que je bannisse. Hop. Famille qui se disloque puisque voilà bientôt Daria, la veuve vivante de Petro Melekov, atteinte de syphilis. Tous les amours ne se valent pas, vous le savez, et tous n'ont pas le même danger. Bon, nous avons parlé mercredi de la syphilis, il y a pire, mais enfin tout de même, c'est l'infamie qui guette. Quant à Natalia, la femme abandonnée, torturée par les amours renaissants de Grigori et Axinia, ne voulant pas de l'enfant qu'elle porte, c'est un avortement clandestin qui la tue, laissant 2 orphelins et notre héros à ses souvenirs. Je cite. Le télégramme qui avait vagabondé dans les stanitsas du district de Koper à la recherche de Grigori était arrivé trop tard. Grigori arriva 3 jours après l'enterrement de Natalia. L'ancien monde, bien sûr, toujours celui de l'amour et de la mort partout, celui de la tradition, de la normalité, aimer les hommes, aimer les femmes, aimer les enfants, l'habitude de la vie commune, l'habitude aussi de tuer et de mourir. Très vite, c'est Daria ensuite qui cessera la lutte contre le destin. Cette femme libre, fière, incapable de contrôler son désir et son envie, ira se noyer dans le don paisible pour ne pas mal vieillir en risée du village. Petit à petit, les vivants s'amenuisent, je l'ai dit, le doigt de Dieu n'a pas fini d'écraser nos personnages comme des poux. Je cite. Daria retourna en arrière, fit environ 3 sagènes, puis, émergeant un instant jusqu'à mi-corps, elle joignit les mains au-dessus de sa tête, cria « Adieu mes bonnes » et coula comme une pierre. Dieu merci, la famille réduite de moitié a assez sacrifié pour que même une suicidée soit enterrée respectablement. L'offensive des Blancs, elle, s'enlise dans un concours de prédation des officiers et des Cosaques, et la désertion fait de ce dernier un coureur de route. Je cite. Plus Grigori approchait du front, plus largement se découvrait à ses yeux le tableau répugnant de la décomposition de l'armée du Don, décomposition qui avait commencé au moment précis où, complétée par les insurgés, l'armée avait emporté ses plus beaux succès sur le front nord. Et l'on réalise alors que l'on ne pourra pas vaincre le peuple. De toute façon, comme d'habitude, une fois sortis du Don, les Cosaques ne se battront plus. Le tonnerre des combats revient au village, la mobilisation générale, les réfugiés, les retraites et les désertions, mais tout le monde sent le bout de la route maintenant proche. Bientôt, les 2 adversaires se regarderont de chaque côté du fleuve. La guerre coûte encore cher aux Cosaques, les villageois reviennent un par un sur des charrettes ou malades du typhus comme Grigori. Plus personne ne sait rien, tout le monde file, lui compris. Eh bien, la guerre est finie. Les rouges nous ont si bien poussés que nous allons maintenant reculer jusqu'à la mer et nous aurons bientôt le cul dans l'eau salée. C'est la fin de l'année 1919, la retraite dans la neige poursuivie par le roulement du canon, le gel, le typhus d'Axinia qu'on abandonne à des inconnus sur le chemin. La guerre touche à sa fin, on est à la croisée des routes, 1920 est là, c'est aussi la fin du chemin pour le patriarche Pantelei Prokofievic. Je cite.
Grigori et deux Cosaques creusèrent une tombe à coups de pic, dans la terre gelée, dure comme de la fonte. Prochore fabriqua tant bien que mal un cercueil avec des débris de planches. À la tombée de la nuit, ils emportèrent Pantelei Prokofievitch et l'ensevelirent dans cette terre étrangère de Stavropol. La mort de l'homme, donc, est le chant du cygne d'un peuple. Avec des mots simples et sans malice, elle évoquait les libres ancêtres cosaques, qui autrefois battaient intrépidement les armées du tsar, qui parcouraient le Don et la Volga sur de légères embarcations pirates, qui pillaient les bateaux du tsar ornés de l'aigle, qui fouillaient les marchands, les boyards et les voïvodes, et qui avaient soumis la Sibérie lointaine. Leurs descendants écoutaient cela dans un triste silence, eux qui battaient en retraite honteusement, défaits dans une guerre sans gloire contre le peuple russe. On est maintenant à Ekaterinodar et jusqu'où ira-t-on ? De toute façon, le Don paisible est foutu. On ira jusqu'à Novorossiysk, où embarquent les huiles du monde d'avant. Et puisqu'on n'a plus besoin des Cosaques, puisqu'on ne peut pas embarquer, alors on restera là, malgré les doutes. Je cite. Si les Rouges nous laissent en vie, on se mettra à leur service. Nous sommes des Cosaques du Don, des purs sang, pas mélangés. Notre métier, c'est de sabrer. Nous autres, on s'en fout de savoir qui on sabre, pourvu qu'on sabre. Vous avez ici une image de cette évacuation épique à Novorossiysk, où des dizaines de milliers de gens réussiront à embarquer sur divers navires russes et alliés. Les voilà qui déferlent sur la ville, donc c'est Rouge, et avec eux, la dernière partie du roman. Qu'est devenu Grigori dans tout cela ? Bien, tout se dit, rien ne se sait pour ceux qui sont allés jusque la mer, et petit à petit rentrent les hommes, et on apprend la fin de l'histoire. Je te le dis, il est vivant et en bonne santé, il s'en est même fourré jusque-là. À Novorossiysk, tous les deux, on est entrés dans l'armée de cavalerie du camarade Boudioni. Vivant, en bonne santé et héros rouge. Un destin. Les destins ne manquent pas de toute façon, même un Mishka Kochevoï, l'assassin de Petro Melekov, finit par épouser la sœur d'Edi Melekov, Dunyashka. Le Pope célèbre l'union de celui qui a fait brûler sa maison et aurait souhaité l'y faire brûler avec. Vient enfin la mort d'Ilinichna, la mère. Étrange comme elle était courte cette vie, et pauvre, et chargée de choses pénibles et tristes qu'il valait mieux ne pas se rappeler. Elle ne reverra pas son dernier fils. Elle mourut 3 jours après. Des femmes de son âge lui firent sa toilette mortuaire, la parèrent et la couchèrent sur la table de la chambre. Mais rien n'est encore définitivement apaisé, les rumeurs courent que les Cosaques continuent à murmurer. Que faire des Blancs et des Rouges, qui pardonnera quoi et à qui ? Donc on se rassure, nous savons tous que la décosaquisation, on me permettra le néologisme, eh bien ne pardonnera personne, mais c'est une autre histoire. Pour le moment, nous avons un comité révolutionnaire de village et son président Mishka Kochevoï. C'est le temps des dernières flammes de Makhno, de l'installation du pouvoir que l'on apprécie toujours guère. Les Cosaques critiquaient sans cesse le pouvoir des soviets pour toutes les privations qu'ils éprouvaient. Le petit magasin de la société unique de consommation, créé depuis peu, manquait de tout ou presque. Quand on en vient à rouler des cigarettes avec l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que l'on n'a plus rien. Alors, enfin, revient notre héros. À la gare de Milerovo, Grigori, en qualité de commandant rouge démobilisé, eut droit à une voiture civile. Dieu sait ce qui doit l'attendre à Tatarsky. Une femme, illégitime, et ses enfants, certes, lui ne rêve que d'abandonner sa défroque et de retourner pour toujours à sa vie d'avant, même sous un autre régime. Maintenant, la guerre est finie, qu'est-ce qui pourrait encore séparer les hommes ? Pourtant, si Grigori est rentré, c'est que l'armée rouge n'avait plus besoin de l'ancien officier et insurgé. Personne n'oublie le passé, surtout pas ceux qui furent rouges comme Mishka Kochevoï. Je connais tes exploits, j'en ai entendu parler, tu as tué beaucoup des nôtres, et c'est pour ça que je ne peux pas te regarder tranquillement, je ne peux pas l'oublier. Le passé a laissé un compte de péchés, de rancunes, de souvenirs et de morts aussi. Je cite. Tout est fini. Il y a de la neige sur les tombes. Leur vie a passé aussi vite qu'un rêve. Ils sont tous là, l'un à côté de l'autre. Ma femme, ma mère, et Petro, et Daria. Ils sont en famille, ils sont couchés l'un à côté de l'autre, ils sont bien. Le père est seul dans un autre pays. Il s'ennuie là-bas, avec les étrangers. Puisqu'on le doit, on va au commissariat militaire du district se faire enregistrer et advienne que pourra. On en revient vivant, mais il est difficile de croire à la vie lorsque l'on sait qu'elle n'est qu'un sursis avant une future arrestation. Il arrive, mais cette fois c'est l'amour d'une sœur qui vous sauve. Pas besoin de Grigori néanmoins pour que ça et là quelques Cosaques s'agitent à nouveau contre le communisme de guerre. C'est l'heure des dernières révoltes chez les Cosaques, les paysans et les idéalistes, des derniers coups de sabre et des dernières répressions sur le Don, à Kronstadt, à Tambov. Un homme traqué comme Melekov n'a pas vraiment d'autre choix que d'essayer de s'y joindre. Ce sera la folle équipée de l'insurrection de Yakov Efimovitch Fomin, ex-commandant rouge. Mais l'insurrection ne prendra pas parce que
Eh bien les âmes sont lasses, il ne restera bientôt plus que les plus durs, ceux qui sont allés trop loin, ceux qui ne pourront plus jamais rentrer. Je cite. Ce n'est pas bien, Grigori Pantelievitch, je te le dis, ce n'est pas bien. Le bon Dieu, il voit tout, il ne vous pardonnera pas. Rappelle-toi ce que je te dis. Hein? Est-ce que c'est une chose normale? Voilà des Russes, des orthodoxes qui ont commencé à se battre et ils ne peuvent plus s'arrêter. Vous auriez fait la guerre un petit moment, bon, mais 4 ans que ça dure. Je te le dis comme un vieux bonhomme que je suis, il est temps d'en finir. La folle équipée, la dernière, se terminera en déroute. La bande était complètement écrasée, il ne restait que 5 hommes. Mais de caché, le petit groupe devient traqué, nulle part en sécurité. Je cite. Tiraillant quand les miliciens les serraient de trop près, Fomin et ses compagnons fuyaient vers l'est comme fuient les loups poursuivis par les lévriers, de temps en temps montrant les dents, mais sans jamais s'arrêter. On arrive encore à rallier les gens, mais le temps de l'idéologie est terminé, c'est le temps du banditisme pur qui commence. Ils ne sont plus des combattants, ils sont devenus ceux qui empêchent le monde de vivre en paix. Alors Grigori fuit encore une fois pour revenir à Tatarsky, emporter son aimé, pleurer sur le reste et l'abandonner. Vous avez ici un monument qui se trouve à Viochenskaya, qui représente bien entendu Grigori et Aksinia. Le point du destin s'abattra néanmoins sur cette dernière, sur Aksinia, sur son aimé, au détour de la balle d'une sentinelle rouge. Voilà Grigori, l'homme que l'histoire a malmené de bout en bout. Restent les rêves, mais, je cite, toute sa vie était au passé, et ce passé lui semblait un rêve pénible et court. Nous abandonnerons notre homme de retour une dernière fois chez lui, retrouvant son fils et sa fille morte pendant l'hiver. La suite est entre les mains de Dieu et du diable, des hommes de bonne et mauvaise volonté. La récolte d'âmes avait été excellente sur le don, il restait à espérer que les 2 étendards, ceux de Dieu et du diable, en fussent satisfaits. Alors pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors avant d'aborder la chose, vous me permettrez de boire un petit coup. Commençons peut-être par dire ce que j'en ai pensé. Et par dire déjà que la réédition que j'ai présentée, qui a une 30aine d'années, est la reprise de la traduction assez ancienne des années 60, mais sur laquelle je n'ai absolument rien de mal à dire. Je tiens à dire aussi que je l'ai acheté, question de contexte que je n'avais pas abordé, il y a des années déjà, en sachant que c'était un peu le livre bolchevique par excellence, hein, donc vous voyez, je suis parfaitement ouvert d'esprit, et je me suis trompé à ma divine surprise, puisque ça n'est pas le cas. Je reconnais que dans l'œuvre, la profusion des noms et des personnages fictifs et réels, des temps et des lieux dans un monde étranger peut déstabiliser. Je reconnais aussi que c'est une lecture difficile. Je suis même certain que d'autres trouveront que c'est une boursouflure superficielle. Je pense que ce serait complètement se tromper sur l'œuvre, mais il est compréhensible que pour des gens peut-être moins intéressés, un livre de 1400 pages souffrira forcément d'un grand nombre de longueurs, ça paraît fatal. Mais cette longueur, c'est la nécessité pour que l'homme comprenne ce qu'on lui montre et pour que vous viviez avec les personnages pendant longtemps. Il est difficile pour moi de trouver le mot juste sur ce qui est peut-être mon livre préféré. Déjà parce qu'on veut le présenter parfaitement, donc généralement on fait tout à l'envers, le mieux étant l'ennemi du bien, et aussi parce que je vois bien après un certain nombre de vidéos que ce ne sont pas forcément mes livres préférés qui font recette. Rien ne fait recette vraiment, mais passons. C'est comme ça, tout le monde a ses livres favoris, question de contenu, de style, de personnages, d'événements. À mon sens, c'est un livre rare, parce qu'un livre libre en ces temps d'engagement furieux était un livre rare. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de guerre et paix. Peu de livres ont autant mêlé la littérature et la grande histoire. La vie des hommes y est plausible, car la réalité est accommodée, mais rarement transformée. Les lieux, les gens, les temps, les événements y sont exacts. C'est le caractère même de l'épopée noyant les familles et les amours influencés par l'histoire. Mais ici, nous n'en suivons pas des acteurs comme dans Guerre et Paix, mais des victimes. Ce ne sont pas des gens qui influent, ce sont des gens qui subissent. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. Certains disent que politique et histoire sont au second plan dans l'œuvre. Je ne saurais le dire, je crois que c'est une question de sensibilité, mais clairement, c'est vrai, c'est une épopée de la vie, de la mort et de l'amour avant tout.
Je l'avais dit au début, ça n'avait pas vocation à refaire l'histoire, mais c'est une pièce d'histoire, une vraie, aux vrais noms et événements. Il y a plus de 800 personnages dans le roman, un quart d'entre eux sont des personnes qui ont existé, au sort bien entendu très souvent tragique, et c'est aussi le rappel, que je n'oserais dire salutaire, mais en tout cas le rappel de la folie qu'est l'histoire russe du XXe siècle, du fait qu'ici comme ailleurs la guerre ne s'est pas arrêtée en 1918, qu'elle a été poursuivie par une des plus terribles guerres civiles de l'histoire du monde. C'est aussi l'histoire d'un peuple, de son identité, de sa survie du monde disparu des Cosaques, disparu dans l'histoire soviétique malgré les reformations récentes qui sont du jeu de rôle plus qu'autre chose. La révolte contre les bolcheviks est aussi une révolte contre les Russes, venus établir leur pouvoir central, un pouvoir étranger, soutenu en terre cosaque par des étrangers. La plupart de ces hommes ne veulent pas être égaux avec qui que ce soit, ils veulent être cosaques. Il faut comprendre cette réalité. Autant que convention littéraire, bien entendu, pour l'œuvre, le cosaque est une troisième voie. Battons-nous à la fois contre les rouges et contre les cadets, voilà ce que je veux, dit un personnage. Mais pour en revenir au cœur de l'œuvre, je trouve que le livre restitue l'absurde et le tragique, les guerres entre frères et voisins, la mort qui vient faucher des hommes qui ont survécu au conflit mondial et s'entretuent, des causes qui ne peuvent se comprendre, les prédations, les exactions, les manipulations. Plus largement, avec le sort de Melekov, la division inexpiable des destins, c'est aussi toute la difficulté des sorties de guerre du XXe et du passé que l'on ne peut oublier qui s'étalent devant nos yeux au sein d'un même peuple. Alors bien entendu que le bolchevisme a ses particularités en la matière et pas les meilleures, mais l'idée est valable aussi en termes de sortie de conflit ailleurs. C'est un livre qui s'écoule lentement, autant que le don peut avoir de rapides courants, lui. Il faut le lire lentement comme on déchiffre une épopée. Si vous n'y arrivez pas, pensez-le comme la série Netflix que l'on en tirerait, faites-en des épisodes si besoin. Je crois vraiment que la clé est là, oublier la taille, l'ampleur du livre et naviguer sur ce roman fleuve, prendre chaque partie comme le plein livre qu'elle est. Alors il y a une série russe un peu chipos faite en 2015 qui est disponible en entier sur YouTube pour ceux qui veulent en passant, mais il me semble qu'elle n'est pas doublée, donc il faut mettre les doublages YouTube qui sont d'une qualité limitée, on va dire. Et la série vaut ce qu'elle vaut. Voilà, en tout cas, si vous connaissez un producteur, je me mets à son service pour le script, hein, comme pour les réprouvés d'ailleurs. Si vous avez des producteurs dans votre entourage, n'hésitez pas, je leur fournirai le travail. La force du livre, et encore une fois, ce n'est que mon opinion, c'est le fil rouge des héros, des personnages historiques ou fictifs et des destins, nommés ou anonymes, entrevus au détour d'un chapitre ou d'une page. C'est ce grand mélange qui rend le livre vivant. Je ne sais pas comment vous pourriez mieux revivre un temps et un lieu. Ma seconde lecture de ce point de vue-là m'a fait ressentir l'exacte même chose que la première. Une plongée dans cette société cosaque complexe, fière, xénophobe mais mélangée, cruelle et sensible, servant le tsar et haïssant Moscou, côtoyant et méprisant les Ukrainiens, les paysans et les ouvriers. Ce qui aussi, je peux le comprendre, comme je l'ai dit, pourra désarçonner le lecteur russe du temps situé au moins le lieu dont on parle et ce qu'est un cosaque, pas forcément le lecteur français. Alors le cosaque, en deux mots, c'est un mot d'origine turque me semble-t-il, mais ça désignait, alors on m'excusera pour les approximations de tête, mais ça désignait ce qui devait être un ramassis de locaux et de serfs en fuite établis aux marges de l'Empire du 15e au 17e et qui finirent par accepter la suzeraineté des tsars et vont être un élément moteur de l'expansion de ces frontières. On les trouvait du don, d'ailleurs j'ai mis la carte, hop, je vous la mets là, on les trouvait du don à l'Ossouris. C'est un peuple de plusieurs millions de membres qui constituent une armée, disons spéciale, constamment mobilisable en contrepartie d'une réelle autonomie et d'une exemption d'impôts. Alors des franchises fiscales et légales qui vont disparaître, mais le pouvoir central va garder intacte la haine des Ukrainiens et des Russes pour en faire des éléments liés au seul tsar et capables de s'opposer par la force à toute autre partie de la Russie. D'où la haine qu'on leur voue généralement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les révoltes vont être nombreuses et sont parmi les plus connues de l'histoire russe, avec un Stenka Razine ou un Pougatchev. En tout cas, à l'époque de 1914, le monde cosaque est mûr pour la désagrégation entamée depuis une décennie. C'est le livre d'une culture qui disparaîtra dans la Révolution, dépeinte dans ce qu'elle a de meilleur sans cacher ce qu'elle a de pire.
Il y a des dialogues assez formidables. De toute façon, la construction du récit et du rapport des hommes s'inscrit formidablement bien et suit la trame de la grande histoire de plus en plus tragique. Je trouve qu'il arrive à parler du réel sans ignoble et sans obscène, alors qu'il ne tait rien des viols et des meurtres, par exemple. Le prisme est autant politique, militaire, civil que romantique. C'est un grand livre de guerre, c'est un grand livre d'amour, c'est une grande épopée, c'est un grand drame. C'est la vie des Cosaques, c'est l'histoire de la Russie, c'est tout. C'est 10 livres en un, d'où les 1400 pages. C'est toute cette force de la fresque que d'intégrer la vie et la personnalité, le statut et le sentiment des hommes. En filigrane, cette longue œuvre pose aussi la question du pourquoi se bat-on. C'est vrai, fille du bourgeois ou du tsar, et une fois que la question est posée, pourquoi l'on se bat, eh bien elle n'a jamais de réponse. Qu'auront gagné Melekov et les autres à remettre en cause l'ordre injuste, tout simplement injuste, mais un ordre quand même, eh bien ils n'auront rien gagné. Tout notre monde, comme le leur, repose sur du néant et des idées folles. N'importe qui aujourd'hui peut remettre en cause l'inégalité, toujours cruelle, la démocratie pervertie ou la trahison des clercs, mais demain ce seront d'autres idées folles qui viendront, et l'on aura encore pire comme sort, puisque eh bien, c'est ce qui nous est réservé. C'est la réalité du monde d'avant qui s'affiche dans toute sa superficie, la dureté des relations, la violence, les femmes volages, l'honneur, la honte, la mort, le viol, mais à la fin, la famille et l'amour. Et c'est aussi, bien sûr, après Pères et Fils, un livre des pères et des fils. Alors, bien entendu, on meurt d'abondance dans le livre, mais rarement cela semble superficiel, rarement ce n'est pas authentiquement poignant, sans larmes superflues, sans cris en trop. Mais la violence et la cruauté sont dans l'ordre des choses, et décrites comme telles, elles sont, sans doute est-ce volontaire, l'antithèse au titre, ce don paisible. Quant au caractère anti-bolchevique de l'œuvre, il me paraît discutable comment dirais-je, de dire si le terme est posé tel quel. C'est la réalité qui est dépeinte. Il avait fallu, en termes de critique littéraire, des années de casuistique marxiste pour nous dire que le destin tragique de Melekov prouvait la condamnation inéluctable de son milieu social. En fait, peut-être que, en raison du fait que tout sonne juste, et du fait aussi que nous savons que les justes paroles bolcheviques seront de fiefs et mensonges, peut-être est-ce pour cela que le livre devient un témoignage de la juste cause des Blancs. Enfin des Blancs, des révoltés de tous bords contre les Rouges. De la même façon, je crois que l'on peine à imaginer un livre bolchevique qui ne tait aucun des crimes de ces derniers, la bassesse et la grandeur de chaque camp. Ça nous paraît bien trop incroyable. Encore plus que la description réaliste des événements, il faut bien dire que la description parfois négative des hommes de la Révolution souffre de la comparaison à leurs grandes idées. C'est le cas de toute l'histoire du bolchevisme, malheureusement, l'homme et les idées qu'il défend. Bref, je trouve ça fou que le livre ait pu paraître, encore que Bulgakov ait pu lui aussi faire paraître La Garde Blanche en 1926, mais il n'a jamais pu faire paraître la suite de ce qui devait être une trilogie, et dès 1930, on en fera un film en plus du Don paisible. Alors bien entendu, cette notion presque anti-bolchevique, cela ressortira aussi de la lecture qui est faite au tout premier degré. Rien que l'idée de choisir un héros qui partage bien plus des destins blancs au sens large, dans le sens où tout opposant à quoi que ce soit de bolchevique était blanc et réactionnaire, biaise le résultat. On ne dit pas que Grigori soit un blanc, il est un homme entre deux, il est avant tout un cosaque, sans attache avec les statuts de l'Ancien Monde, mais ses attaches, c'est la vie de l'Ancien Monde et c'est l'histoire qui le pousse du côté blanc la plupart du temps. Choisir de faire de Grigori, qui joue un grand rôle militaire dans l'insurrection anti-bolchevique, le héros d'une œuvre bolchevique laisse pensif. Le personnage rouge de Stockman, par exemple, à l'inverse, est éminemment plus négatif. C'est un doctrinaire vampire bon à signer des ordres d'exécution. Même chose pour Mishka Kochevoy, le cosaque rouge assassin d'un pauvre grand-père. Aucun ne peut être jugé de façon positive. Peut-être que cela a été vu autrement en 1928, c'est l'explication qui me convainc le plus, et sans aucun doute joue dans notre opinion la conclusion de l'histoire et la nature du bolchevisme qu'on connaît aujourd'hui. Toute page qui semblerait en sa faveur et équilibre le propos a été jugée par le futur que nous connaissons. Les gens ont le droit ou des raisons d'y croire, mais il a menti, en tant que régime en tout cas. Je dois dire que les passages qui auraient été rajoutés par Sholokov, selon certains critiques, et seraient criants de nullité bolchevique, ne m'ont pas heurté plus que ça, même si j'ai pu ressentir de très légères dissonances, rien de plus.
on a quelque chose de plus ironique, à mon avis, et caché, et que je ne m'explique pas. Quand on lit, je vous le cite, ça c'est un homme, ça c'est un bolchevique. Quelle fermeté. Et il garde sa bonté, son humanité. Il n'hésite pas à signer l'arrêt de mort d'un saboteur, d'un Verkovski quelconque. Cependant, il sait prendre soin d'un camarade et s'occuper de lui. À mon avis, seul un dogmatique ne saisit pas l'ironie, ou en tout cas, si elle n'est pas présente, elle provoque le sentiment contraire et se rate. De même, dans des passages, pour le coup, que Kryukov n'aurait pu écrire, se déroulant postérieurement à sa mort, on sent une certaine distance. Je cite à nouveau. Certaines choses qu'il disait, il les avait vues de ses yeux pendant la guerre. D'autres, il les avait entendues dire. Le reste, il l'inventait selon son inspiration, à seule fin de détourner de son cher pouvoir des soviets le mécontentement. Pour mettre le pouvoir des soviets à l'abri des reproches, il mentait en toute tranquillité. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la parution de ce livre, tel quel, vraiment. Disons-le plus simplement, à défaut de parler d'anti-bolchevisme, le terme encore une fois est impropre, on dira au moins que l'œuvre, sur un ensemble d'aspects, est étrangère à la doxa en vigueur. La bataille des rouges et des blancs n'y est pas une bataille de classe, elle est un champ de la réalité où se déversent les expériences de l'homme. Ce n'est pas une œuvre dogmatique, c'est la vie vraie, au travers du romanesque russe. Le livre est centré sur les Cosaques, un microcosme inclassable, marginal par nature, sans effet littéraire à ajouter du coup, et qui permet de s'extraire du politique doctrinal. C'est ça qui en fait un livre plus qu'anti-bolchevique, en tout cas un livre sans pédagogie et démagogie marxiste nécessaire, puisque nous sommes dans un autre monde qui est étranger à ces doctrines. Le nœud de l'œuvre est, contradiction majeure avec la doctrine officielle là aussi, eh bien ce nœud, on va dire, premier est qu'une révolution plaquée sur un peuple au mépris de ses traditions et de sa volonté aboutit à une tragédie. Encore une fois, comment donc une œuvre pareille a pu devenir le symbole de la littérature révolutionnaire, je ne me l'explique pas. Mais peut-être que des plus érudits sauront le faire. Le second nœud de l'œuvre, c'est aussi toute la dualité de l'homme. De Grigory Melekov, tiraillé entre le soldat et l'officier, sa femme et sa maîtresse, le camp blanc et le camp rouge. C'est d'ailleurs, pour pondérer ce que j'ai dit sur les personnages rouges, une constante de l'œuvre. Quasi tous les personnages ont leur grand acte vil et leur rachat, que ce soit le lieutenant Litnitsky, qui est un séducteur qui se suicide une fois sa femme séduite, Daria Melekov, qui est vivante, qui s'affranchit des lois mais qui est punie par la syphilis, Mishka Kochevoy, Bunchuk, les communistes aussi ont la même chose, Aksinia bien sûr qui trompe Grigory, qui est bornée, qui est prête à tout pour finir en fait en vraie amoureuse, en symbole parmi les ruines et en morte tragique, presque en martyr. Tous ont le bien et le mal, l'amour et la mort, le péché et le salut. Comment sont faits nos choix, quelle part de rationalité, quelle part de sentiment, quelle part de courage, quelle part de lâcheté, quelle part de décision, quelle part de hasard, de responsabilité ou d'irresponsabilité, l'amour, la haine, bref, vous connaissez tout ça, l'homme noyé dans l'histoire derrière les grands faits, les grands actes et les grandes idéologies. Cette dualité, bien sûr, c'est aussi celle de Grigory qui, comme la Russie exactement, commence la guerre dans la fleur de l'âge et la finit comme une loque physique et mentale. C'est un immense récit, c'est un livre poignant, sans verser dans la sensiblerie, c'est un livre tragique, c'est un livre cruel, mais encore une fois, comme je l'ai dit, sans obscénité, où le bien et le mal ne sont pas bien conséquence d'une idéologie, mais de la part de contraintes et de libre arbitre, de nature et de culture des hommes en un temps et un lieu. Et pour moi, c'est un de ces livres qui répondent à la question « Pourquoi la littérature ?» Je pense qu'après l'avoir lu, on obtient une part de la réponse à cette grande question « Pourquoi écrire ? Pourquoi lire ?» Il ne vous reste plus qu'à le faire, bien entendu. Et nous en finissons, comme d'habitude, par une phrase et une note. La note sera bien entendu de roman fleuve sur 10, le jeu de mots est facile. Et la phrase, je vous la lis. La vie, sortant de ses bords, se partage en des bras nombreux. Il est difficile de prévoir lequel suivra son cours traître et malicieux. Là où la vie est basse aujourd'hui, si basse qu'on découvre son fond malpropre, elle coulera demain, abondante et riche.
Et je me permets d'en finir avec la lecture d'un court passage, mais qui vous donnera quelque part j'oserais pas dire la moelle de l'œuvre, pas du tout, mais cet état d'esprit qui règne dans tout ce tragique. On y trouve tous ces moments de vie banale, quotidienne, toutes ces discussions qui sont profondément crédibles et réalistes, et n'hésite pas parfois à introduire des éléments, non pas forcément de comique, mais de ce qu'est le réel, c'est-à-dire l'ironie, la joie, les bons moments que l'on passe, même dans les pires époques. Je vous lis donc un petit passage qui peut-être vous donnera un petit peu, même si j'en ai déjà lu beaucoup, le style de l'œuvre et le genre de choses qu'on y trouve. Ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Je cite. À l'aube, on s'apprêta à partir. Stéphane sortit de la maison, une antique petite vieille courbée trottinait derrière lui. Christonia, qui était en train d'atteler les chevaux, lui dit avec commisération. « Eh grand-mère, tu es bien pliée. Au moins c'est pratique pour faire les courbettes à l'église, tu te baisses un peu, tu es tout de suite par terre. » Ah, mon poulet, mon garde impérial, je suis peut-être bonne pour les courbettes, mais toi tu serais bon à faire un gibet pour les chiens. Chacun fait ce qu'il peut. La vieille sourit sévèrement, montrant à Christonia étonnée une rangée de petites dents saines et serrées. Et donc t'en as des dents à vrai brochet. Tu ferais bien de m'en donner une dizaine, tu vois, je suis jeune et je n'ai rien pour mordre. Et qu'est-ce qui me restera, mon bon? On te mettra des dents de cheval, grand-mère. De toute façon, ils font mourir, et dans l'autre monde, on ne regarde pas les dents. Les seins, on ne les prend pas chez les tziganes. Voilà pour Le Don paisible. Présentation longue, certes. Présentation qui, j'espère, vous aura donné envie de le lire. Je défendrai, je défendrai cette œuvre jusqu'à la fin de mon existence, très clairement. Alors je ne l'ai lu que 2 fois, hein. La première fois a été assez marquante, la deuxième m'a laissé exactement la même impression. Pour moi c'est un livre immense, et je sais faire la distinction entre ce qui tient de mes appétences personnelles, un lieu et une époque, effectivement. Peut-être que si j'avais été plus sensible à une autre époque, je dirais que Guerre épée est supérieur. Mais pour moi, Le Don paisible est une des plus grandes œuvres du XXe siècle. Je ne l'attribuerai jamais à Sholokov. J'aime en plus l'aspect tragique qu'il y a dans le fait qu'un auteur ait pu être spolié de cette dernière. En tout état de cause, un livre, à mon avis, fondamental, et qui en dit long, même une fois sorti du contexte, sur tout ce qui est l'éternité du monde, l'amour, la mort, la guerre, qui sont partout les mêmes et qui sont ici retranscrites, je crois, d'une façon presque insurpassable, à mon avis. Voilà pour ce soir, j'espère que ça vous aura plu. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour une réception où nous parlerons eh bien du maréchal Pilsudski. Nous dresserons quelques par sa biographie, j'allais dire, mais qui est presque eh bien, un miroir de la vie de la Pologne à cette époque-là. Donc ce sera l'occasion d'aborder, d'avoir un pied sur chaque pilier. La vie d'un homme et la vie d'un pays. Vendredi, session 5, si je dis pas de bêtises, de notre partie sur Crusader Kings 2 en multijoueur. Et dimanche, qui devrait être la dernière présentation littéraire avant un certain temps, mais nous avons le temps d'en reparler, un temps court, hein, puisque ce sera bien sûr le temps des vacances, et avant cela il y aura une vidéo historique pour clôturer le mois de juillet. Mais donc nous parlerons cette fois de littérature allemande, nous parlerons de Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin. Voilà. Eh bien, je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Nous nous retrouvons mercredi, et d'ici là, portez-vous bien.